Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ensemble pourquoi je préconise Linux Mint comme distribution pour une personne qui débute dans le monde Linux. Donc nous allons l'installer ensemble dans cette vidéo. Je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur lambda qui ne connaît pas du tout Linux, c'est-à-dire que je ne vais à aucun moment utiliser le terminal et on va travailler uniquement avec les outils graphiques. Je travaillerai moi sur une machine virtuelle, donc avec 4 Go de mémoire, 2 processeurs uniquement et un affichage vidéo de 128 mégas, c'est-à-dire un ordinateur somme toute assez limité. Donc nous voici sur le premier écran, nous allons ici choisir de démarrer Linux Mint en mode normal, compatibilité si vraiment il ne démarre pas en mode normal. S'il démarre en mode normal, il n'y a aucune raison de passer en mode compatibilité. Donc nous voici sur la session live, le système n'est pas installé, mais je peux déjà vérifier, voir comment cela se présente, etc. Il est en anglais car il n'est pas installé. Nous n'allons pas du tout travailler sur le live CD, nous allons l'installer directement. Donc pour ce faire, je clique 2 fois sur Install Linux Mint. Donc, sur le premier écran, je choisis la langue du système. Le système, je vais le mettre en français. Mon clavier est d'un type AZERTY, donc je choisis français clavier AZERTY. Je choisis d'installer les codecs multimédia pendant l'installation, ce qui me permettra de lire tous les formats vidéo et audio directement sans avoir à installer d'outils supplémentaires une fois que le système sera prêt. Je vais choisir d'effacer le disque dur, je ne fais pas de fonction avancée. Rappelez-vous, je suis un utilisateur débutant, donc je laisse les options par défaut, je efface le disque et je le remplace par Linux Mint. Si vous avez déjà une distribution, il pourra vous proposer soit de l'installer à côté. Si vous voulez vraiment passer sur Linux, vous choisissez, comme ici, effacer le disque et installer. Et je fais installer maintenant. Là, il nous dit que des partitions vont être formatées, ce qui me paraît logique, donc il n'y a pas de souci, nous faisons continuer. Notre fuseau horaire, je dépends du fuseau horaire de Paris, je n'ai pas à le changer. Continuer. Les infos utilisateurs. Le nom d'utilisateur se met tout seul, c'est la même chose que votre nom mais sans majuscule. Mettre un mot de passe, évidemment plus long que celui-là, hein. Celui-ci est une vidéo de démonstration et la machine virtuelle ne sera pas gardée, il n'y a donc pas de risque de sécurité, mais vous mettez un mot de passe correct qui vous permet de protéger convenablement votre ordinateur. Et à partir de maintenant, l'installation est automatisée, nous n'avons plus rien à faire jusqu'au redémarrage de la machine, à part valider le redémarrage. Donc je vous accélère tout ça, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc l'installation est terminée, il ne me reste plus qu'à cliquer sur redémarrer maintenant. Retirer le média d'installation, dans mon cas c'est une clé USB, je débranche la clé USB et je fais entrer et notre système va effectuer son premier démarrage. Donc voici, mon système est démarré, je tape mon mot de passe et je fais entrer. Et voilà, donc au premier démarrage, vous avez un écran de bienvenue qui va vous expliquer comment fonctionne avec l'onglet Premiers pas. Vous allez pouvoir choisir la couleur des icônes sur le bureau. Vous allez pouvoir les passer en bleu. Je vais mettre en plein écran, ça sera plus facile pour vous. En bleu, en marron, en violet, ça c'est une question de choix, donc je mets le bleu pour cette vidéo. Un thème clair, donc avec un fond de couleur claire et des écritures noires, ou l'inverse, ce qu'on appelle un thème sombre.
qui peut, moi je trouvais plus reposant pour les yeux. Un thème, le fond est sombre et les écritures sont claires. Ensuite, il nous parle des instantanés du système. Je vais le lancer. Le mot de passe, car c'est une opération administrateur. Timeshift, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, sert à faire des sauvegardes du système afin de pouvoir le restaurer en cas de souci, revenir en arrière à une semaine, un mois, etc. en arrière. Donc là, je vais vraiment me laisser guider par l'écran d'accueil, je vais découvrir le système avec vous, afin que vous puissiez voir comment les fonctions basiques fonctionnent. Donc je ne m'attarde pas sur ça, je vous mettrai un lien sur la vidéo précédente qui vous l'expliquera plus en détail. Voilà. Donc là, je l'ai paramétré afin que les sauvegardes se fassent toutes seules et que j'ai les premières sauvegardes des 2 mois précédents, des 3 semaines et 5 jours. Ça me laisse quand même à peu près une dizaine de points de restauration. Donc je ne vais pas faire de sauvegarde, je vais continuer à préparer le système. Le gestionnaire de pilote. Le gestionnaire du pilote serait important pour vous si par exemple vos drivers Wi-Fi ou vos drivers de carte vidéo ne sont pas reconnus par l'ordinateur. Vous pourrez lancer directement le gestionnaire de pilote et il installera tout seul les drivers appropriés pour vos périphériques. Le gestionnaire de mise à jour. Nous allons le lancer. Bienvenue dans le gestionnaire de mise à jour. Cet outil fournit à votre système d'exploitation des mises à jour logicielles et de sécurité. La grande différence entre Linux et Windows, c'est que lorsque vous faites une mise à jour, ça ne met pas uniquement Linux Mint à jour, mais également tous les logiciels qui sont installés dessus. Donc je fais valider. Il me demande est-ce que je vais utiliser un miroir dépôt local. Ça va me permettre de récupérer les mises à jour sur une source plus proche de chez moi. Actuellement, je vais les chercher sur un site américain, linuxmint.com. Donc je vais changer ça. Il va me tester les différents sites. Il va me proposer des sites proches de moi avec des connexions plus rapides. Ça va me permettre de faire les mises à jour de manière plus rapide sur mon système. Je vais prendre un miroir français, même si c'est pas le plus rapide. Et je vais faire la même chose pour le miroir de base, le deuxième ligne. Une fois que les deux ont été choisis, je peux valider en bas afin de lancer la mise à jour du cache d'application. Donc, un dépôt a échoué. Ça arrive, il n'y a pas de panique. Je regarde dans les détails. Et celui qui échoue, c'est Réseau-Pol. Donc je ferme ceci. Je vais sur celui-là. Donc Réseau-Pol, celui qui ne fonctionne pas, qui n'est pas totalement accessible. Et je vais en choisir un autre, tout simplement. Je vais prendre Université de Lorraine, appliquer, je valide à nouveau. Tous les caches ne sont pas toujours parfaitement accessibles, il n'y a pas de souci, le tout c'est que la mise à jour se passe bien. À partir du moment où la mise à jour ici sera validée, c'est-à-dire que les deux sites miroirs seront parfaitement accessibles pour vous et vous n'aurez plus à les changer. Voilà, donc Univ-Lorraine, pas de problème, il a été validé, l'écran a disparu de lui-même. Je peux refermer, et donc je peux maintenant appliquer la mise à jour. C'est pas la mise à jour du système, c'est uniquement la mise à jour de l'application de mise à jour. Je lance la mise à jour, c'est une opération administrateur, je tape mon mot de passe pour valider. Donc l'application est à jour et il y a plusieurs applications à mettre à jour sur mon ordinateur. Un bon paquet. Il y a 102 mises à jour, vous le voyez en bas ici, qui représentent 411 mégas à télécharger. Donc il vous suffit de cliquer sur Installer les mises à jour.
vu que c'est une opération administrateur, il est possible qu'il me redemande mon mot de passe. Oui. Et la mise à jour se fait de manière totalement automatique. Donc je vous accélère tout ça et je vous reprends juste après. Voilà, donc la mise à jour est terminée. Il nous dit qu'il faut faire un redémarrage de l'ordinateur qui est nécessaire, tout simplement parce que lors de la mise à jour, le noyau Linux a été mis à jour. Nous pouvons choisir de redémarrer aussitôt, ou nous pouvons continuer d'utiliser l'ordinateur sans aucun problème. Ensuite, avant de fermer, nous allons aller dans Édition, Préférences. Et là, nous allons avoir un onglet Automatisation. Et grâce à cet onglet, il nous informe, assurez-vous d'avoir configuré vos instantanés. Oui, nous l'avons configuré avant avec l'application TimeShift. Je peux choisir d'appliquer les mises à jour automatiquement. Je me demande mon mot de passe toujours. Le mot de passe sera demandé à chaque modification du système d'installation, désinstallation, etc. Donc, je peux mettre à jour automatiquement les composants Cinnamon, Cinnamon c'est le bureau, les Flatpak si j'en utilise, et retirer les noyaux obsolètes et leurs dépendances. Le noyau Linux est corrigé, mis à jour régulièrement, et lors des mises à jour, elles s'installent. Nous pouvons choisir d'éliminer les anciens qui ne nous servent plus. C'est-à-dire qu'il gardera uniquement le dernier noyau et celui d'avant. Si vraiment une fois le noyau actuel ne fonctionnait plus, vous aurez toujours la possibilité de revenir sur un noyau installé juste avant. Maintenant, je peux fermer. À partir de maintenant, mon système se mettra à jour tout seul. Donc il est possible, une fois que lorsque je fasse démarrer, arrêter, je n'ai pas le bouton éteindre. Si le bouton éteindre n'est pas là et j'ai uniquement la possibilité de quitter la session, c'est tout simplement qu'il est en train de faire une mise à jour du système. Dans ce cas-là, en effet, vous ne pouvez pas l'éteindre, il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir l'éteindre. Je peux fermer l'onglet mise à jour. Paramètres du système. Donc là, nous allons atterrir vraiment au cœur de la configuration, tout ce qui concerne l'apparence, les préférences, la date, l'heure, les détails du compte, l'économiseur d'écran, les langues du système. Vous allez pouvoir régler votre système en profondeur. Tout ce qui est ici la gestion du matériel, le son, clavier, souris, pavé tactile, le Bluetooth si votre ordinateur en est pourvu. Et en dessous, l'administration, la fenêtre de connexion, gestionnaire de pilote, pare-feu, etc. Très bien. Ensuite, la Logitech. Sur Linux, contrairement à Windows, vous avez une Logitech d'applications. Les applications que vous trouvez dans la Logitech sont des applications qui ont été testées et approuvées par la communauté pour Linux Mint. Vous pouvez donc les installer directement depuis la Logitech. Ça vous permet d'avoir une version qui a été testée et qui est parfaitement stable sur cette distribution. Vous avez toujours la possibilité d'aller rechercher d'autres applications sur Internet, mais si en premier lieu elle existe sur la Logitech, il est toujours plus intéressant de la prendre directement dans la Logitech. Donc là, nous sommes sur le premier démarrage, donc qui nous génère le cache, c'est-à-dire la liste de toutes les applications, pour avoir accès à toutes les informations. Et voilà la Logitech qui se trouve ici. Donc, je vais la passer en plein écran. Donc j'ai différentes catégories, graphisme, bureautique, multimédia, et je peux directement d'ici installer des applications. Si je vais dans graphisme, vous voyez un système de notification, système de critique. Critique en fait c'est des commentaires tout simplement. Et je vais pouvoir ici, depuis ici, choisir d'installer par exemple GIMP. Si je vais dans démarrer graphisme, je n'ai pas d'application de retouche photo. Je clique sur GIMP, je choisis d'installer en haut à droite. Il me demande comme d'habitude mon mot de passe puisque je modifie une application du système. Et là vous voyez que l'application est en train de se télécharger et elle va s'installer. Il n'y a rien de plus à faire et utiliser la Logitech c'est vraiment le moyen le plus sûr pour installer des applications sans mettre en péril la stabilité de son système.
toutes les applications sur la Logitech ont été validées pour être utilisées sur cette distribution Linux Mint. Voilà, l'application est installée, je peux choisir de la lancer directement depuis le bouton Lancer. Et vous voici avec un logiciel de retouche photo qui va être l'équivalent libre d'un système bien connu. Là, vous avez un système libre communautaire complètement gratuit et déjà installé sur votre ordinateur. Pour les prochaines fois, il a été se mettre directement dans la catégorie graphisme, éditeur d'images. Donc sur la Logitech, vous pouvez faire vos courses, vous avez des milliers d'applications. Toujours par catégorie. Si vous voulez mettre un lecteur vidéo, vous pouvez aller sur VLC et vous pouvez choisir d'installer VLC directement depuis ici. On va l'installer d'ailleurs. Donc là, il ne me redemande pas mon mot de passe, tout simplement parce que je n'ai pas quitté la Logitech. Donc je vais valider mon mot de passe lors de la première installation, et n'ayant pas quitté la Logitech et l'ayant tapé depuis moins de 10 minutes, le mot de passe n'est pas redemandé pour le moment. Et voilà, le lecteur vidéo VLC est installé. Donc je peux fermer la Logitech, fermer VLC, et dernière catégorie, le pare-feu. Mot de passe, je passe administrateur. Il n'y a pas de pare-feu d'activer sur cette distribution, mais par contre il est déjà installé. Donc, je préconise de l'activer en cliquant sur État, tout simplement, afin qu'il s'active. C'est-à-dire que vous avez toutes les communications sortantes qui sont autorisées, toutes les communications entrantes refusées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir surfer sur Internet, vous allez pouvoir télécharger un fichier, votre PC envoie une demande, donc c'est sortant, envoie une demande pour télécharger un fichier, le fichier est téléchargé. Cependant, si une demande vient de l'extérieur directement sans que votre ordinateur en ait fait la demande, la communication entrante sera refusée par sécurité. Donc nous avons fait le tour de l'écran de bienvenue sur les premiers pas. Après la documentation, donc là vous allez avoir une liste des nouvelles fonctions, de la documentation si vous voulez aller voir plus d'informations sur Linux Mint, le centre d'aide avec le forum, une salle de discussion IRC, et également un moyen de contribuer à Linux Mint, que ce soit une contribution financière, mais pas nécessairement, également dans tout simplement faire valoir votre savoir-faire ou vos connaissances, dans la traduction, dans la correction de bugs, etc. Ensuite, quand vous avez installé, mis à jour, etc., vous avez quand même un système qui est déjà fonctionnel, c'est-à-dire que vous avez une liste d'accessoires, calculatrice, les captures d'écran, dans la bureautique, vous avez un tableur, un traitement de texte, des outils de graphisme, dessin, numériseur de documents, GIMP, nous l'avons ajouté juste avant. Sur Internet, nous avons transmission, un client torrent pour télécharger, un navigateur web, Firefox, une messagerie, Thunderbird, des outils son et vidéo, VLC, Hypnotic, Celluloid. Nous pouvons directement depuis le menu désinstaller une application. ExoChat qui ne me sert pas, il me suffit dessus de faire un clic droit, désinstaller, je tape mon mot de passe et l'application va se désinstaller. Je n'ai aucune autre manipulation à faire pour désinstaller une application. Les paquets suivants seront supprimés, ExoChat, je valide, et l'application est en train de se désinstaller. Je peux également, comme je vous l'ai dit, en dehors de la Logitech, récupérer des applications sur Internet qui ne sont pas dans la Logitech. Nous allons donc lancer le navigateur. Si une personne, pour X raison, préfère travailler sur Google Chrome, c'est les premiers écrans. Commencer la navigation.
même si ce n'est pas le navigateur que je recommande, la personne peut aller directement sur le site, Google Chrome depuis le navigateur, télécharger Chrome, et là vous voyez sur Windows vous avez un fichier .exe, et nous notre distribution est sur une base Ubuntu, donc Debian. Donc nous prenons les .deb et non pas les RPM que nous ne pourrons pas lancer. Vous voyez, .deb, Debian, Ubuntu, et les sous-distributions, comme Linux Mint qui est issu de Ubuntu. J'accepte. Le téléchargement va se lancer. Je choisis d'enregistrer le fichier. Je vous avance tout ça et on se retrouve à la fin du téléchargement. Voilà, donc le fichier est téléchargé, je peux fermer mon navigateur. Ouvrir mon gestionnaire de documents, ici, fichier. Aller dans l'onglet téléchargement, et là vous avez Google Chrome stable. Pour l'installer, je clique 2 fois dessus, et sur Linux Mint, contrairement à beaucoup de distributions, ça vous ouvre directement un installeur. C'est pour ça que cette distribution est vraiment adaptée pour des personnes qui arrivent sur Linux, car il est vraiment pris par la main. L'utilisateur est vraiment guidé, il lui suffit de cliquer sur un fichier .deb, aucun besoin de ligne de commande, cliquer sur installer le paquet, taper son mot de passe, et l'application va s'installer. Il nous dit que des logiciels supplémentaires doivent être installés. Pour installer le paquet Chrome Linux, nous avons besoin de cette extension supplémentaire, ce paquet que nous n'avons pas. Il nous suffit de faire continuer, et l'extension, enfin l'application, on appelle ça une dépendance, la dépendance va s'installer également toute seule. À aucun moment je n'ai besoin du terminal. Pour rappel, le terminal, c'est cette fenêtre qui fait peur à beaucoup de monde, qui permet de faire énormément de choses, lorsqu'on le maîtrise, qui nous permet même de gagner du temps sur beaucoup d'opérations, mais sur Linux Mint, vous pouvez faire, comme sur Windows, tout depuis l'interface graphique. Donc l'installation est terminée, il nous propose de réinstaller le paquet, preuve qu'il est correctement installé. Voilà, réinstaller le paquet, donc c'est-à-dire que le paquet est déjà installé, et si je vais sur démarrer, Internet, Google Chrome est déjà installé dans la bonne catégorie, parfaitement fonctionnel. Et me voici sur Google Chrome avec les paramètres, les extensions, tout ce que vous connaissez si vous l'utilisiez avant. Donc vous pouvez installer Google Chrome, vous pouvez installer Microsoft Edge, qui est maintenant disponible également sur Linux, et vous pouvez également installer Brave, B-R-A-V-E, qui est le navigateur que j'utilise à titre personnel, qui est sur une base Chromium, donc qui ressemble énormément à Chrome, mais par contre qui est respectueux de la vie privée. Il y a une petite chose que je n'ai pas pensé à vous faire voir, c'est ce petit logo. Ce petit logo, c'est les notifications du système, lorsqu'il y a des choses qui lui paraissent un petit peu particulières. Donc vous avez également un système de contrôle qui va contrôler votre système et qui va vous prévenir lorsqu'il relève certaines incohérences. Donc il nous dit, il manque des paquets de localisation suivants pour prendre adéquatement en charge votre langue. GIMP help. Donc c'est-à-dire que si je lance graphisme, GIMP, l'application démarre en français, mais si je vais dans les aides, apparemment, voilà, le manuel GIMP n'est pas installé dans votre langue. Donc au-delà de l'application, le système lui-même l'avait détecté. Donc il me suffit de faire installer les paquets de langue.
je choisis d'installer, donc continuer, le mot de passe, administrateur. Et donc je récupère un fichier de 25 mégas, qui est l'aide pour l'application GIMP en français, puisque mon système est en français. Donc Linux Mint est parfaitement fonctionnel en français. Donc, il est issu d'une base Ubuntu Debian, c'est pour ça que je le conseille aux débutants, car pour moi c'est une base qui est très facile à prendre en main. Et pourquoi Ubuntu? Pourquoi Debian ou pourquoi Linux Mint? Je préconise Linux Mint tout simplement parce que c'est une distribution qui pour moi est extrêmement stable, un peu plus qu'Ubuntu, plus facile d'accès que Debian, qui elle est très stable également. Et le gros avantage également, c'est que Linux Mint est une distribution qui est faite par un Français, Clément Lefebvre, d'ailleurs que je remercie et félicite pour son travail, parce que c'est vraiment la distribution que j'utilise le plus. Donc vu que c'est un programmeur, enfin une personne francophone, vous avez évidemment beaucoup de communautés françaises sur cette distribution. Vous avez des millions d'utilisateurs récurrents sur Linux Mint, et toutes les aides se trouvent en français. Donc c'est pour ça que vous trouverez toujours une solution à vos problèmes en recherchant sur internet, que ce soit sur les forums de Linux Mint dans un premier temps parce qu'ils sont très complets, et si vraiment vous n'aviez pas de solution, vous pourriez rechercher sur les forums Ubuntu, car Linux Mint est issu de Ubuntu, et 99% des corrections, enfin des réponses à vos questions sur Ubuntu seront applicables également sur votre Linux Mint. Le paquet est installé, on discute, mais ça avance, et donc maintenant, si je relance mon GIMP, et que je vais dans les aides, nous avons les aides désormais qui sont installées en français, avec un système directement pour avancer dans les bonnes catégories, etc. Donc ça, vous voyez, ça avait été détecté directement par le système, avant même de faire une recherche sur l'application. Ensuite, vous avez également, là je n'ai pas de document sous la main, mais vous avez, si vous tapez SAU, un outil de sauvegarde. L'outil de sauvegarde va vous permettre de sauvegarder vos documents. Timeshift sert à sauvegarder le système. L'outil de sauvegarde sert à sauvegarder les documents. Donc je vais faire quelques documents quand même pour la démonstration. Nouveau dossier, non. Je vais faire un nouveau document que je vais appeler doc1 et dans lequel je vais marquer doc1 tout simplement. Ce sont des documents très basiques mais qui vont servir à comprendre à quoi servent les réglages de l'application. Doc2, je l'appelle et je mets doc2. Et je vais faire un troisième document que je vais appeler doc3 et qui va être doc3. Enregistré. Je peux fermer mes documents. Je vais choisir de sauvegarder mes données personnelles. Je fais sauvegarder. Je choisis le dossier qui se met de base, sauvegarde. Il s'est créé tout seul, hein. Celui-là c'est pas moi qui l'ai créé, donc je le laisse, c'est parfait. Suivant. Il me demande ce que je veux inclure, outil de sauvegarde, exclure, pardon. Donc là il va exclure les sauvegardes. Le document sauvegarde, tout simplement parce qu'on ne sauvegarde pas déjà des sauvegardes, sinon ça fait un système de boucle et la sauvegarde se fait non-stop. Je peux inclure des fichiers ou des répertoires. Par défaut, les fichiers et dossiers cachés situés dans la racine de votre répertoire personnel ne sont pas inclus. C'est-à-dire que par défaut, il va sauvegarder le dossier bureau, documents, musique, images, vidéo, uniquement les documents que vous avez créés, les fichiers invisibles, enfin les fichiers cachés, pardon, les fichiers cachés ne sont pas pris en charge tout simplement parce que ce sont des fichiers de configuration système, donc vous n'avez pas à les sauvegarder. Donc on laisse les réglages par défaut, c'est amplement suffisant
je peux appliquer la sauvegarde a été faite. Si je vais dans l'outil de sauvegarde, j'ai bien une sauvegarde qui est ici, compressée en format tar. Je n'utilise pas cela. On va modifier quelques petites choses. Dans le document 3, je vais le supprimer. Je vais le supprimer définitivement, je ne le mets pas dans la corbeille. Et le document 2, je vais lui le modifier en l'appeler document 2. Modifier. J'enregistre. Donc si je me rends compte que j'ai fait une erreur, je peux relancer mon outil de sauvegarde et ainsi je peux, au niveau des données personnelles, les restaurer. Choisir la sauvegarde à restaurer. Donc la sauvegarde du 26/11 à 15h19. Donc je choisis de l'ouvrir. Il me choisit écraser les fichiers existants. Donc non, je ne souhaite que restaurer les fichiers manquants. Si je prends ce choix-là, suivant. Mon document 3 est revenu, et mon document 2 est toujours modifié. Si je fais la même chose, je relance mon outil de sauvegarde, je fais restaurer, je choisis ma sauvegarde. Ici, je choisis écraser les fichiers existants. Non, ne restaurer que les fichiers manquants, je viens de le faire. Je peux faire également oui, écraser les changements. Alors, attention, ça va corriger toutes les modifications qui ont été faites depuis le 26/11/2019 à 15h19. C'est-à-dire que si je fais suivant, le document 3 est revenu et le document 2 est revenu au niveau de la sauvegarde. Le mot modifié a disparu. Donc, n'oubliez pas, si j'écrase les fichiers existants, je remplace toutes les modifications qui ont déjà été effectuées sur l'ensemble des fichiers. Si je veux uniquement récupérer un fichier effacé, je choisis de ne pas remplacer les fichiers existants. Dernière petite chose qui est, je trouve, assez sympathique dans Internet, vous allez avoir une application web. Si vous lancez l'application web, vous allez pouvoir taper des sites web directement et leur permettre de s'ouvrir un peu sur le principe d'une application. Vous voyez, si je tape www.youtube.com, il va me rechercher tout seul l'icône en ligne. Je choisis catégorie Internet, web, multimédia, je vais mettre par exemple dans cet exemple son et vidéo. Je vais choisir de l'ouvrir avec Google Chrome. Profil isolé, pas nécessairement, fenêtre privée non plus, et je fais OK. Je peux fermer l'application web, et maintenant, lorsque je vais sur son vidéo, j'ai une pseudo-application qui s'appelle YouTube, et ça va me permettre d'ouvrir YouTube directement dans une fenêtre. Et c'est censé fonctionner, et c'est vrai que ça ne fonctionne pas avec Google Chrome. Ça, j'avais oublié. Donc c'est bien que ça se présente à moi, comme ça si une personne le fait, elle saura que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc je vais choisir de modifier, et je vais choisir, je ne peux pas l'ouvrir avec une autre application, je suis obligé de la refaire, donc je recommence, je vais l'appeler à nouveau YouTube. Catégorie, on va remettre pareil, son et vidéo, mais par contre je vais choisir de l'ouvrir avec Firefox. Et là, normalement, la magie va opérer, Firefox est capable de gérer les web applications. Et voilà, donc YouTube s'ouvre parfaitement grâce à Firefox, et ça ne fonctionne pas avec Google Chrome. Ça fonctionne par contre avec son équivalent libre, Chromium. Cette petite chose toute simple va vous permettre de simplifier la vie sur beaucoup de choses. Une personne qui n'a pas envie d'aller rechercher régulièrement ses historiques ou des choses comme ça, vous pouvez très bien, grâce à ça, lui faire des catégories sur Internet avec
sa banque, avec son moteur de recherche, avec le site Amélie, CPM, ce que vous voulez. Ça va vous permettre de faire un bureau très rapidement, très personnalisé, et la personne n'aura pas à tout le temps lancer des recherches sur son navigateur. Donc vous pouvez vraiment personnaliser tout ça, et ça c'est une petite chose qui au final est toute simple, mais qui fait gagner la vie, qui fait gagner beaucoup de temps à des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des tas de raccourcis, etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir un peu plus en profondeur ce système d'exploitation qui est Linux Mint, et qui pour moi est vraiment le système que je recommande aux débutants sur Linux. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément à gagner en visibilité, à partager la vidéo si vous le souhaitez, et à me poser vos questions, ou tout simplement à faire quelques remarques dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre, donc si vous avez une question par rapport à cette vidéo, surtout, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.